De retour, vous êtes bien sûr sur ETV EFM Radio. Nous recevons aujourd'hui Sa Majesté Jean Gallo Djiosta de la tribu camerounaise des Bafous. Tout de suite, on embraye par une question de France Antilles. André Jean. Vous êtes le garant de la cohésion sociale. Dites-nous en plus. Vous avez un pouvoir de police, vous avez un pouvoir de... Quel type de pouvoir avez-vous à ce niveau-là? Alors, le chef, effectivement, est le garant de l'équilibre social. Donc, c'est vers lui que vont converger les différents conflits qui sera amené à arbitrer. Et ensuite, dans le cas où les parties n'arrivent pas à trouver satisfaction auprès de lui, c'est là où elles peuvent envisager d'autres types de juridictions. Mais généralement, les problèmes convergent vers le chef, qui lui, effectivement, va confier aux différents notables, notamment le conseil de 9, le conseil de 7, qui vont procéder au jugement et remonter vers lui les différentes propositions de correction, de sanctions. Voilà. Et ensuite, il va arbitrer. Vous jouez un grand rôle auprès de la jeunesse. Tout à fait. Pour éviter que cette jeunesse tombe dans la déshérence ou la délinquance même. Exactement. En fait, c'est un problème extrêmement sensible comme ce que la jeunesse, parce que aujourd'hui, effectivement, on a un problème comment dirais-je, de jeunes qui ont de plus en plus du mal à rester au village, à trouver leur épanouissement dans les villages. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plutôt aller vers les centres urbains, d'accord. Et effectivement, ce faisant, on perd, je dirais, une partie de l'influence traditionnelle qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience. Moi, je le vois au niveau de la diaspora. Et je crois que cette émission en est même la preuve, parce que notre diaspora, où qu'elle soit, elle a de plus en plus cette préoccupation d'un retour aux sources, d'une préservation d'un certain nombre de valeurs traditionnelles. Donc effectivement, c'est ce qui nous réjouit. Mais c'est vrai qu'il y a un combat à mener pour essayer de faire en sorte que nos jeunes ne perdent pas les repères. Nous pensons qu'il y a des valeurs, il y a également des contre-valeurs. On pourra en débattre, mais nous sommes persuadés que si jamais ils épousent ces valeurs-là qui forment un socle, qui forment pour eux une structure cohérente, ça permettra de pouvoir conserver pendant longtemps l'équilibre des chefs traditionnels. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner, nous expliquer comment est organisée la vie du village? Oui, alors, la vie du village, elle est organisée. Donc, les gens ont des activités normales. Il y a les enfants, il y a des écoles, les enfants vont à l'école. Les mamans vont aller vaquer à leurs occupations, qui, dans les villages, sont plutôt proches de tâches agricoles. Quand ils vont aller faire le marché, ils vont aller cultiver leur plantation. Et ensuite, il y a les événements qui vont réunir ces gens-là. Donc, ça s'appelle des événements heureux, ça s'appelle des événements malheureux, comme je disais tout à l'heure. Les événements malheureux, c'est lors des enterrements. Donc là, on sent une solidarité. D'accord. Et généralement, le chef vient et forcément, il va témoigner, il va s'exprimer à la fin, lorsque tout le monde va parler. D'accord. Il va essayer de consoler les familles, de laisser un message d'espérance, d'accord, et de donner des perspectives. Alors, quelle est la place de l'agriculture, justement, au sein de votre communauté? Elle est extrêmement importante. Donc, mon père, par exemple, était un grand agriculteur. C'était l'un des plus importants de la région. Alors, on y cultive quoi? Du café, d'accord,
des produits vivriers, on a des grands champs de pommes de terre. Donc, il y a pas mal de... Il y a une autosuffisance, en fait. Absolument, absolument. Là, on exporte même vers les pays voisins. Donc, le bassin de notre village il est extrêmement riche. Il y a des... Alors, quel est l'impact économique, justement, sur cette agriculture? Alors, ça a été la source de revenus, d'accord, de ces familles. Nous qui sommes allés à l'école, c'est la récolte du café, d'accord. Nous on l'a fait, on a cueilli le café, on a lavé, trié, aidé notre papa à aller le baiser, à le vendre, d'accord. Donc c'était la façon donc de pouvoir générer des revenus et ensuite subvenir aux besoins, d'accord, de sa famille. Et ça se voit au niveau de chaque micro-famille. Donc les gens ont des choses qu'ils vont mettre en œuvre, des petits projets, qui vont leur permettre d'en tirer les revenus et de gérer les besoins quotidiens de leur famille. Et ainsi de participer à l'économie. Alors, c'est une culture familiale où ça génère également des emplois. Comment ça fonctionne? On va dire que ça reste plutôt familial. Ça reste plutôt familial. Okay, mais tout ceci est en train d'évoluer parce que le café, par exemple, a perdu beaucoup de son importance. D'accord. Donc les gens se sont tournés vers d'autres types de cultures. Ce café était moins rentable. D'accord. Donc les gens essaient de trouver d'autres sources de revenus. Mais trouver un emploi dans les villages, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes. C'est ce qui explique l'exode rural très important. Exactement. Et la perte des valeurs, des repères. La perte des repères, tout à fait. Le taux de chômage, on l'évalue à combien? Bon, facilement à 27%. 27% de taux de chômage. André Jean? Comment conciliez-vous vos activités de chef d'entreprise? Vous êtes un grand chef d'entreprise, vous avez tout dit, mais et vos activités de chef coutumier? Dans mon cas, j'ai fait le choix de conserver l'exercice de mes activités professionnelles. C'est pas le choix qu'opèrent tous les chefs. Parce que la fonction de chef, elle est près de sa population, où il est extrêmement sollicité. Donc, ce n'est pas facile de concilier les deux. Dans mon cas, j'ai essayé de développer mes entreprises tout en m'appuyant sur les notables, et en essayant d'être présent autant que faire se peut pour gérer les contraintes sociales liées à mes fonctions. Blaise, une question pour EFM Radio. La question que je voudrais poser au chef, c'est... vous avez parlé tout à l'heure des risques de perte des valeurs qui fondent ces sociétés traditionnelles. Avec l'urbanisation au Cameroun, comme dans d'autres pays d'Afrique, effectivement, on a beaucoup de jeunes qui partent. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la manière dont est organisée la succession, où les cadets sociaux n'ont pas souvent accès à la terre? Parce que la terre est quelque chose de très important dans cette région du Cameroun, où la densité de l'habitation est la plus élevée, je crois, dans l'ouest du Cameroun. Est-ce que il y a des perspectives d'amélioration de cette situation? Alors, pour ce qui concerne l'ouest Cameroun et la tradition en pays baptiqué, et plus particulièrement chez nous, le père a l'obligation de donner un lopin de terre à chacun de ses fils. Oui. Donc en fait, tous les enfants du chef ou de n'importe quel chef de famille sont en droit d'attendre de leur géniteur un lopin de terre sur lequel ils vont en fait bâtir leur maison de village. Où qu'ils soient installés. Ils peuvent être installés à l'étranger, dans une grande ville, mais pour eux, il y a ce rôle social de rentrer, bâtir en fait leur dernière demeure au village. Okay. Donc, le père doit s'organiser pour pouvoir effectivement
léguer au minimum ce côté foncier. André Jean, une question de France Antilles. On va revenir un petit peu à la genèse au départ. Vous étiez donc à Bordeaux, vous étiez tranquille, et tout d'un coup votre père décède. Vous avez donc son enterrement, et vous apprenez que vous êtes le nouveau roi. Impression. Désarroi ou bien fierté? Fierté et désarroi peut-être sur le moment. Bon alors, oui, fierté ça peut être par rapport à l'homme. C'est ça, oui. La continuité, quoi, continuer Voilà, son œuvre. Dans le cas de mon père, c'était un grand monsieur qui a su être responsable. C'est pas le tout de dire qu'on a des femmes, qu'on a des enfants. Il faut s'en occuper. Voilà, il faut s'en occuper. Et il a vraiment, il s'est fait le devoir d'assumer cette responsabilité. Par exemple, dans le cas de ses enfants, il a envoyé tout le monde à l'école. Il a pu subvenir aux besoins élémentaires et scolaires de tous ses enfants. Ce qui est très très rare de ce point de vue, effectivement, c'était une fierté. Et il faut dire qu'il a aussi occupé des fonctions importantes. Il a été le premier maire de la ville, d'accord, dont dépend ce village-là. Il a été membre du conseil économique et social. Il a été quelqu'un d'extrêmement actif et qui s'est distingué dans sa génération. Voilà. Donc, lui succéder dans ce contexte-là, c'est une fierté. En même temps, c'est une vie qui bascule. Parce qu'on se sent du coup investi. Un gros poids sur les épaules du destin des autres. Et dans un contexte polygamique, on ne peut pas dire que ce soit tout le temps rose. Parce que alors expliquez-moi. Il n'est pas évident pour les gens de voir la famille comme étant une entité. Il y a toujours la tentation de la case maternelle qui peut prévaloir et en fait fausser énormément de choses. Et également la convoitise. Il y a le sentiment de frustration. Ceux qui peut-être prétendaient au trône. Pour les 24 qui n'ont pas. Non, c'est pas seulement les 24. On est plus de 50 garçons. Donc en fait, c'est tout le monde, tous les garçons. Tous les garçons pouvaient prétendre. Il n'y a pas de droit d'aînesse. Il n'y a pas de droit d'aînesse. C'est ce qu'il faut préciser. Donc oui, donc de ce côté-là, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir du ressentiment, qu'il puisse y avoir de la mauvaise humeur. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, le problème de la polygamie dans cette société, comment cela se gère quand on est chef comme vous, qui héritez, je crois, dans l'héritage, il y a aussi les femmes. Alors, pouvez-vous nous éclairer notre opinion sur cette question de la polygamie qui intéresse certainement nos téléspectateurs? Oui, tout à fait. Cette question m'a été posée il y a plus de 20 ans, justement, lorsque j'assistais à une émission comme la vôtre, Canal à l'époque, je crois que c'est Canal Horizon. Effectivement, c'est une question qui était brûlante. En fait, mon père a vécu dans un contexte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où il remplissait une fonction sociale. Et en remplissant cette fonction sociale, ça s'accompagne d'un certain nombre d'obligations. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a plutôt bien géré. Étant conscient d'être mari de plusieurs épouses, père de plusieurs enfants, je pense qu'il a fait une gestion exemplaire. Et ensuite, lorsqu'on succède, effectivement, on ne va pas dire ça ne m'intéresse pas. Non. Là, il se pose question. On doit dire qu'on ne vit pas que pour soi. Quand mon père décède, moi je suis marié, j'ai 2 enfants. Je ne peux pas sacrifier tout ce monde, c'est un mineur, pour mes 2 enfants. Je ne peux pas sacrifier ces mamans. Voilà, donc, il fallait que je conserve l'équilibre de ce dispositif en gérant, c'est-à-dire en subvenant aux besoins de ces épouses, puisque dans la tradition, c'est ça. À partir du moment où le chef décède, le nouveau chef
devient le mari des veuves. Okay. Mais la fonction principale, c'est de les encadrer. Donc je me sens cette obligation. Et jusqu'à ce que Dieu les rappelle, hein, comme il a dû en rappeler quelques-unes, j'ai cette obligation de m'occuper d'elles, de répondre à leurs sollicitations. André-Jean Vidal. Les jeunes, comment appréhendent-ils ce fonctionnement? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y en a qui partent à la ville, il y en a qui restent. Est-ce que pour eux c'est naturel ou bien c'est quelque chose dont ils peuvent éventuellement, je vous le dis franchement, se moquer? Alors, non, les jeunes ne se moquent pas de la tradition, parce que en fait, il y a un côté de tradition, je ne dirais pas de valeur, mais de tradition. En fait, dans notre cas, je dirais que notre papa nous a offert des modèles et des contre-modèles. Oui, vous avez eu un père exceptionnel, donc c'est logique. Et pour ces enfants, je pense que très peu, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait qui soient polygames. En fait, les valeurs traditionnelles, c'est pas seulement la polygamie, d'accord? La polygamie comporte un certain nombre de contraintes qu'il faut être en mesure de... Quelles sont ces contraintes? Expliquez. Quelles sont ces contraintes? La justice, Bien sûr. il faut être juste, d'accord, avec les personnes dont on partage la vie. Il faut être en mesure de répondre à leurs besoins. D'accord. Et il faut être en mesure de leur offrir un cadre décent. Donc, voilà, ce sont des contraintes. Oui. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas en mesure de gérer tout cela. Donc, très souvent, elle fait le choix de mener une vie beaucoup plus simple. Puis, ils n'ont pas la contrainte traditionnelle de chefferie. Oui, c'est ça. D'accord. Moi, je pense que les valeurs traditionnelles, c'est une chose. Maintenant, ce qui va autour, forcément, le temps est en train de faire son œuvre. Le temps est en train de faire son œuvre. Les contraintes modernes également. Donc, forcément, c'est un phénomène qui tend à perdre de son importance. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus voir ce genre de polygamie. Ma maman, elle est là. Elle est là. Elle est également issue d'une chefferie. Son père, c'était encore, je ne dirais pas pire, c'était encore plus impressionnant. Son père, il avait, je crois, plus de 50 épouses. D'accord. Voilà. Donc, comment est géré ce sentiment de jalousie par les femmes? Quand vous parlez, par exemple, d'un chef qui a 50 épouses, est-ce qu'on peut parler de jalousie? Alors, dans leur organisation, d'accord, tout est mis en place pour atténuer ce phénomène. D'accord. Donc, c'est en fait pour les parents qui envoyaient leurs filles dans cet environnement, dans ces chefferies, c'était une fierté parce que le chef jouissait d'un certain prestige social. D'accord. Donc, elles y allaient en connaissance de cause. Donc, du coup, elles avaient leur cadre social, elles avaient leur case, elles s'organisaient avec leurs enfants, d'accord. Et tout dépend beaucoup plus, donc, effectivement, du chef d'orchestre, qui est le chef de famille, de comment est-ce qu'il gère ses épouses et ses enfants. Une diplomatie et beaucoup de patience et beaucoup de discussions certainement et d'apaisement. Tout à fait, d'apaisement, exactement. Mais le sentiment de jalousie est toujours là. Je pense qu'il ne peut pas. C'est un sentiment humain. C'est un sentiment humain. Donc je pense que forcément il est là. Mais je crois que le chef de famille a pour tâche d'essayer donc de l'atténuer du mieux qu'il peut. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il nous reste quelques minutes. La dernière question vous revient, Blaise. Quelle espérance que ces valeurs traditionnelles que vous incarnez si bien puissent résister à la modernité et qui rentrent en force dans les sociétés africaines contemporaines.
Alors, je pense qu'il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de prise de conscience. Je le vois vraiment à travers la diaspora africaine. Il y a une sorte de retour aux sources. Parce que le monde dans lequel on vit devient de plus en plus incertain. Les gens ont besoin de repères. Les gens ont besoin de réponses à la question existentielle. Il y a plusieurs voies pour cela. Je crois que l'authenticité est quelque chose d'important chez l'être humain. Il me semble que beaucoup pensent qu'en s'appuyant sur leurs valeurs traditionnelles, les valeurs des endroits dont ils sont issus, Oui. les valeurs des endroits où repose le cordon ombilical. L'importance du cordon ombilical dans la tradition wamiliké. Exactement. Donc, tout cela fait que je crois que mon sentiment, c'est que tant que les gens vont pouvoir trouver des réponses qui se posent dans le système traditionnel, ils vont en partager les valeurs. Et je crois aussi que de plus en plus, on va cohabiter avec d'autres systèmes qui apportent des réponses aux questions que les gens peuvent se poser. Mais les questions sont propres à chaque être humain. Que devenons-nous après la mort? Là, je pense que chacun a un système de valeurs dans lequel il peut essayer de trouver des réponses. Lorsqu'il trouve des réponses épanouissantes pour lui, c'est le plus important. Merci, monsieur. Bien, merci d'être venu ici dans les studios de TVA Jarry. Merci de votre présence. C'était avec un réel plaisir qu'on vous a reçu aujourd'hui. On va faire un petit tour de la presse. Alors, André-Jean Vidal, quoi de neuf au France-Entier? Quoi de neuf en France-Entier? Eh bien, une édition quotidienne et surtout le samedi, le MAG. Le MAG. Alors, rappelez-nous le MAG, c'est le nouveau magazine. Le MAG, c'est le nouveau magazine. C'est le magazine qui a succédé après 27 ans de bons et loyaux services à TV Magazine avec des rubriques que nous avons reprises, parce que les gens nous ont demandé de garder ces rubriques, et puis les rubriques que nous avons créées. Un dossier chaque semaine. Vous avez eu Rimed Razier. Vous aurez donc un dossier sur Circuler. Circuler, il n'y a rien à voir, parce que les gens ont l'habitude chez nous, peut-être chez vous aussi, chaque fois qu'il y a un accident, chaque fois que quelqu'un est tombé par terre, il y a un amas il y a une foule immense autour. Pourquoi? Ben parce qu'on est inquiet, parce qu'on une petite société, hein, petite île, tout le monde se connaît plus ou moins, c'est ce qu'il n'y a pas un parent, est-ce qu'il n'y a pas. Mais il y a peut-être autre chose, et cette autre chose, plus lointain, qui vient de la jeunesse, donc de la formation du peuple guadeloupéen, c'est un peuple, ce sont les frères Gernidier, José et Joël, qui nous l'expliquent dans une pièce de théâtre qui sera jouée à l'Archipel prochainement. Et donc, à partir de ce prétexte de la pièce de théâtre, nous allons essayer d'en savoir plus. Bien, merci. Votre actualité, Blaise? Alors, notre actualité, c'est la prochaine émission radiotélescopique de la Guadeloupe qui passera demain à 19h, à 20h sur notre chaîne ETV et qui portera sur le rapport des jeunes, avec les médias et la couverture de la violence par ces médias. Nous avons fait un reportage sur le collège Nestor de Kermadec à Pointe-à-Pitre, qui est un collège où se concentrent des enfants d'origines diverses, haïtiens, dominicains, et nous leur avons posé des questions sur leur perception de la violence et de leur rapport aux médias. Extraordinaire, très instructif, ne ratez sous aucun prétexte cette émission de radiotélescopie de la Guadeloupe sur ETV demain 20h. Voilà, cette émission est arrivée à son terme. Merci de nous avoir suivis. Restez sur ETV. Bonne suite de programmes sur ETV, EFM Radio et RTL.